Pierre Blériot, Niemec, on revient sur le chapelet de mystère concernant donc cette prière interreligieuse qui devait être organisée à l'endroit du président de la République demain et pour la paix au Cameroun. Cette prière œcuménique interreligieuse a donc été reportée. Il faut signaler que c'est le ministre Henri Eyebaïssi, au nom des anciens séminaristes, qui portait ce projet. Mutation pense que c'est un chapelet de mystère. Il y a notre journal du confrère qui parle des prières pour l'Onkoukouma. Les prières pour l'Onkoukouma qui ont également été reportées. Blériot, une autre triste au niveau de la quintessence de cette information, parue en kiosque au Cameroun. On parle de 20 chauffeurs de taxi qui ont été tués en 2 mois au Cameroun du fait des agressions. Vous vous sentez à l'aise sur quel sujet, Blériot? Le deuxième, le premier, je trouve qu'il est inutile. Oh là là, oui, vous êtes brutal, là, Blériot. Je parlerai du deuxième. Vous parlez donc des morts des chauffeurs de taxi. La sécurité, c'est ce qu'il y a à faire. Vous savez, moi, j'ai un papa qui a travaillé dans la police et la police des renseignements. On sait ce qu'il y a à faire. Pendant un certain temps, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du DGSN Fauchivé? Dans les taxis, vous aviez des hommes en tenue en civil qui avaient déjà localisé les taxis qui créaient ce genre de situation. Et on réglait ça. Et vous connaissez ma méthode. Si un taximan transporte des passagers pour les amener à la guillotine, si on l'attrape, il faut régler son cas. Ça fait -1. Cette méthode radicale ne sert à rien de dire, bon, c'est aussi les droits de l'homme et autres. De toutes les façons, quand vous réglez ça, les droits de l'homme comprennent ce qui se passe. Mais on laisse faire souvent. Mais cette fois-ci, on te dit plutôt que ce sont les chauffeurs de taxi qui sont tués. Oui, mais je dis ceci, ils sont à la fois complices et victimes. C'est-à-dire, vous entrez dans un taxi, c'est pour cela qu'on mettait donc des personnes en civil qui rentraient dans ces taxis-là. Et lorsque le taximan, avec ses complices, compères, commençait à organiser quelque chose, il se rendait compte qu'en fait, il avait affaire à quelqu'un de bien exercé. Et il suffit d'abattre 2 ou 3 dans ces conditions-là pour que la chose s'arrête. On ne va pas toujours, on a trop de problèmes à résoudre. On ne va pas aussi se mettre à essayer de réfléchir sur les faux taximens qui transportent des gens pour les amener à la guillotine. Mais la sécurité, c'est ce qu'il y a à faire. Merci Pierre Blériot, Julie. Oui. Pierre Blériot est sentencien. Si on arrête un taximan qui conduit à la mort, on le tue aussi. Et Blériot pense à faire -1. Et on continue. À force de les tuer, on aura des bons résultats. Vous êtes d'accord avec une telle méthode dure? C'est très dur même, je le dirais comme ça, mais au vu de la situation actuelle au Cameroun, on parle d'insécurité, pas seulement en ce qui concerne les taximans, même les mototaxis en sont victimes aujourd'hui, donc c'est très récurrent. Et dernièrement, c'était même des femmes qui étaient parmi ces personnes-là qui volaient ou braquaient, je vais dire ça comme ça, les passagers. Et donc, je vais rejoindre quand même l'avis de mon copanéliste, Blériot. Blériot, en disant que c'est vrai, il faut introduire dans des taxis les forces de l'ordre en civil. Pourquoi pas, ça peut vraiment résoudre le problème, mais en même temps, il faut penser à des solutions idoines pour mettre fin à ce genre de fléau. Voilà. En même temps également, nous allons aussi dire qu'il faut protéger les taximens. Vous savez, certains sortent également, surtout dans la nuit. Ils portent 2 passagers ou un passager à un certain niveau. Soit c'est le couteau que l'on sort, soit c'est la machette, soit c'est la hache, soit c'est un revolver. Et le taximan parfois est assassiné, son véhicule est volé, ainsi de suite. Et on vous dit que pour le cas du Cameroun, en 2 mois seulement, 20 taximens ont perdu la vie du fait des agressions. Très grave. Nous attirons l'attention de Mbargangele, le père de la police, le DGSN. Attirons aussi l'attention de Galax et Toga, le CED. Parce que à ce niveau, c'est une forte insécurité. À tout de suite pour la suite.
La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour est une affaire de Pierre Blériot. Parfois ici, c'est une dame camerounaise vivant aux États-Unis, mariée à un Camerounais vivant également aux États-Unis, mais qui ont eu tous les deux une dot rocambolesque. La dame est venue au Cameroun sur la demande de son mari qui devait la suivre afin de procéder à la dot. Deux faits se sont présentés au Cameroun. Une fois au Cameroun, sa maman a estimé, le papa étant déjà décédé, qu'elle s'était occupée seule de ses enfants après la mort de son mari et qu'on devait la doter chez la maman. Vous savez, dans nos traditions, en général, on dote dans la famille du papa, qu'il soit vivant ou mort. La maman a imposé cela aux oncles, les oncles ont dit d'accord, mais le jour de la dot, aucun des oncles n'est venu. Première chose. Deuxième chose, le mari lui-même, qui devait venir doter sa femme, avait déjà tout envoyé auprès de sa famille, lui-même ne s'est pas présenté physiquement à sa dot. C'est son père et ses frères qui ont parlé pour lui. Aujourd'hui, le mariage bat de l'aile et la dame voudrait savoir si on peut considérer que c'est cette mauvaise tenue de la dot qui a conduit à ce mauvais mariage ou alors simplement autre chose. Elle se plaint de sa maman, elle se plaint de son mari. Elle n'a jamais eu l'explication sur la non-venue de son mari qui avait pourtant pris un congé pour venir, pour la retrouver. Elle en avait pour 1 mois. Elle s'est fait doter sans son mari, qui devait l'épouser. Elle s'est fait doter dans la famille de sa maman. Aujourd'hui, 3 ans après, le mariage a capoté. Le mariage a capoté. Ouais. Ils ne sont plus ensemble. Ils sont en procédure de divorce. En procédure de divorce aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, est-ce que le monsieur qui devait épouser la dame a déjà dit à sa femme pourquoi il n'a jamais assisté physiquement à la dot? Il n'a jamais dit pourquoi il n'est pas venu. Alors qu'il est au Cameroun? Non, il était resté aux États-Unis, mais avait déjà pris son congé pour retrouver sa fiancée. Il n'est pas venu. Et que dit la maman de cette situation, la maman de la fille? Bon, mais la maman n'assume rien dans le passé. Elle accompagne sa fille dans le processus du divorce. Et la dame qui pose le problème, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut savoir s'il y a un lien entre la tenue rocambolesque de sa dot et la déliquescence aujourd'hui de son mariage. Julie P., je vous passe la parole pour votre commentaire. Bon, je vais dire que la première erreur qui a été faite, c'est au niveau de la dot. Déjà, c'est très important de savoir que il faut conserver nos valeurs traditionnelles. C'est très, très important. Ça, c'est la première chose. Alors, la première erreur, c'est que la dot s'est passée chez la maman, alors que ça devait se passer chez le père, à ce que je comprends. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est la première erreur. Et aujourd'hui, avec l'évolution de beaucoup de choses, on va le dire comme ça, les gens ne respectent plus ces rites-là traditionnels de la dot. On dit que c'était avant. Oui, c'était avant. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire notre dot sans toutefois que le conjoint soit là. Or, c'est une erreur gravissime. C'est important de respecter les règles établies par nos ancêtres. C'est très, très important. Et donc, ça, c'est la première erreur. Et déjà, ça ne m'étonne pas que son mariage soit faussé. Parce qu'il fallait déjà commencer par prendre la bénédiction chez le père, ok, dans la famille du père, que si le père peut-être n'est plus en vie, je ne sais pas, il y a certainement les oncles qui vont bénir l'union et qui vont imposer leur bénédiction, voilà, donc pour dire à leur fille, voilà, nous te confions à un homme, vas-y, et que les ancêtres t'accompagnent. Mais ce n'est pas ce qui a été fait, c'est la maman qui a récupérer la dot, je pense avec sa famille qui a récupéré la dot, et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Et donc, je pense que ce qu'elle doit faire, c'est déjà, bon, puisqu'elle est en instance de divorce, il n'y a plus une solution qu'on peut lui proposer, mais je lui aurais conseillé d'aller dans la famille de son papa pour demander pardon, déjà pour ce qu'elle a fait. Et maintenant, je ne sais pas la situation avec son mari. Est-ce qu'ils ont essayé d'en discuter pour essayer d'arranger le problème qu'il y a entre eux? C'est vraiment le bord du gouffre. C'est vraiment le bord du gouffre. Bah, s'il n'y a plus rien à faire, c'est mieux de se séparer.
et que ça lui serve de leçon pour que la prochaine fois, lorsqu'elle va rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle sache que oui, j'ai des oncles, j'ai mon côté paternel que je dois informer de mon union et non aller du côté de ma maman. Moi, c'est ce que je dirais. Je suis très à l'aise sur les valeurs traditionnelles. Il faut les respecter, c'est très important. Sinon, tout est faussé d'avance. Voilà. C'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Hein. Chez nous, les petits, la dot est une affaire très importante. Oui. Il paraît même que c'est la dot qui constitue le vrai mariage. Mais c'est ça. C'est la dot qui constitue le vrai mariage. Blériot nous en dira peut-être plus tout à l'heure. J'ai assisté à une 50aine de dots jusque-là. Chez nous, les Mebarkono, c'est à minuit. Oui. 00 Oui. que l'on donne la femme. À minuit. Déjà à l'époque. Et pendant ce temps, les gens sont là, ils boivent du vin, on cause, on danse. Dès qu'il est minuit, tac, les hommes leur reviennent. Parfois, on égorge une chèvre, on fait un certain nombre de rites, et on prend la femme, on donne à la famille qui est venue doter. Et quand vous êtes là, vous avez la chair de poule. Parce qu'il y a souvent des paroles que ces initiés prononcent. Et ce que j'aime souvent à ce moment-là, Pierre Blériot, ce sont les paroles de la tante. Il y a souvent une maman qui vient donner les derniers conseils à sa fille. Voilà. Et ce sont des conseils qui sont souvent pleins d'enseignements. Pierre Blériot, maintenant, les enfants maintenant disent que c'était avant. Non, en fait, quand vous naissez, vous appartenez à une famille. Et au moment de vous marier, il faut couper l'alliance avec votre famille pour nouer une nouvelle alliance avec la nouvelle famille. C'est donc un rituel. Tout ce qui vous retenait dans l'ancienne famille est payé, entre guillemets. C'est pour cela que vous verrez des femmes qui sont allées en mariage et n'ont pas pu enfanter. Il y a certes l'infertilité naturelle, scientifique et autres, mais chez nous en Afrique, il y a aussi l'infertilité provoquée par la mauvaise dot. C'est-à-dire que la famille de la femme reste avec le ventre. C'est ce qu'on dit littéralement. La famille est restée avec le ventre. Parce que quelqu'un a estimé que vous n'avez pas donné de ce qu'il fallait donner. Vous les avez méprisés. La famille, la maman ou le père ont confisqué l'essentiel de la nourriture. Donc c'est un moment très important. Mais la dot donne aussi à l'homme le droit de donner des noms aux enfants. Parce que nous, les Africains, nous sommes de culture matrilinéaire. Tout enfant appartient originellement à la famille de sa mère. Vous êtes d'abord de la famille de votre mère. Par la dot, le père acquiert des droits. Parce que, ça, je ne sais pas comment vous êtes là-bas chez vous, chez les Blancs, mais chez nous, l'enfant est l'enfant. C'est pour cela que vous verrez, par exemple, lorsque vous enceintez une fille que vous n'avez pas encore épousée, qu'est-ce qui se passe chez les Bantous? L'enfant va porter le nom de la famille. Parce que tous les enfants nés dans ces conditions sont réputés appartenir à la famille maternelle. Par le processus de la dot, on vous donne le droit de prendre les noms des enfants. Vous mettrez donc désormais, comme votre père a mis, ici le fils de toi, parce qu'il a doté. Quand tous les droits, il a les droits désormais. Et ainsi de suite. Et on allait même plus loin. Il y avait les échanges de symboles. La dot devait laisser certains symboles qui ne sont pas des symboles comestibles, qui faisaient en sorte que vous enleviez votre cœur sur votre fille que vous avez donnée. En voyant ce symbole, moi, mon grand-père a conservé le rhum de plantation pendant des dizaines d'années. Oui, ce n'était pas un whisky pour accueillir les étrangers. Tout à fait. C'était pour rappeler à ta fille, quand elle veut revenir, c'est que non, tu vois, j'avais pris le rhum s'il faut rentrer. Donc, la fille, elle a commis une grave erreur, mal conseillée par sa maman. Nous tenons la dénonciation pour dire à d'autres qui sont dans la même posture, on ne dote pas les femmes chez leur maman. C'est clair. Sauf si elles n'ont pas du tout de famille paternelle. Parce qu'il y a des enfants il y en a aussi qui n'ont pas du tout. Les femmes, on vous dote dans vos familles paternelles. Et les enfants n'ont pas à se mêler des conflits qui ont existé entre la maman et le papa. C'était ton papa. Tu es Mebarkono. Un point, c'est tout. Si tu es une fille Mebarkono, on te dote chez les Mebarkono. C'est tout. Si maman souhaite avoir... D'ailleurs, il y a la part souvent réservée. Mais comme de plus en plus de femmes ont le gros cœur, elles veulent à la fois la part des hommes et la part... Maintenant, vous verrez même déjà que dans nos traditions, les femmes viennent parler la dot.
Ouais, non, c'est qui ne s'est passé. Ce qui ne se passait pas. Les femmes étaient assises là-bas, elles envoyaient juste des petits mots. Et en général, chacune devait parler à son mari si elle avait quelque chose à dire. Merci Pierre Blériot.